14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Martine, une jeune secrétaire de 24 ans, a disparu depuis une semaine à Ramonville-Sainte-Agne. Une disparition plutôt mystérieuse. Traces de sang sur les murs et sur les escaliers dans son appartement, cris que les voisins auraient entendus. Et enfin, Martine serait partie subitement en laissant son fer à repasser branché et son petit déjeuner intact. Bonjour, il y a 35 ans, presque jour pour jour, disparaissait Martine Escadeyas, une jeune secrétaire de 24 ans. En une poignée de minutes, Martine se volatilisait sur le palier d'un immeuble dans la banlieue de Toulouse. Toutes ces années, sa famille a attendu que justice soit faite et que l'individu qui l'avait attaqué et tué soit démasqué, arrêté et jugé. Un rendez-vous qui n'est plus désormais qu'une affaire de mois pour la famille Escadeyas, puisqu'un homme vient d'être renvoyé devant une cour d'assises. Joël Bourgeon, aujourd'hui âgé de 58 ans et qui nie les faits, avait depuis cette année 1986 refait sa vie, construit une famille. Il a finalement été rattrapé par la mémoire des témoins de l'époque. Du coup, les pièces du puzzle d'une enquête qui semblait à jamais enlisée, ces pièces ont retrouvé leur place. C'est cette enquête dans le passé d'une disparue que je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi autant d'années pour peut-être confondre bientôt un coupable? Comment est-on passé si longtemps à côté de cet homme? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Martine Escadeyas. Il y a exactement 35 ans, à l'hiver 1986, cette jeune femme disparaît dans une commune proche de Toulouse. Les traces laissées derrière elle augurent du pire des scénarios. Ce lundi 8 décembre 1986, aux alentours de 7h45, Martine Escadeyas et son compagnon Thierry quittent leur appartement au numéro 12 de l'avenue Tolosane, dans la petite ville de Ramonville-Sainte-Agne. Martine dépose Thierry avec sa voiture à l'arrêt de bus face à la station Esso, puis elle revient dans l'appartement du 3e étage pour se changer et prendre un café. Elle en ressort vers 8h30 pour se rendre à son travail. Elle est secrétaire dans une entreprise de construction de maisons individuelles à Portée, à une quinzaine de kilomètres de Ramonville. Mais Martine n'a pas le temps de rejoindre sa voiture. Un homme l'attend un peu plus bas dans la cage d'escalier et l'empêche d'aller plus loin. Une locataire du 4e étage perçoit alors des cris. Celle-ci se penche sur le palier, distingue plus bas uniquement les jambes d'une femme et le crâne dégarni d'un homme qui, dira-t-elle, était vêtu de façon démodée, sûrement quelqu'un âgé entre 40 et 50 ans. Le silence revient dans la cage d'escalier, la locataire rentre chez elle. 1 heure plus tard, une femme de ménage, sans se poser la moindre question, nettoie les traces de sang dans l'escalier. En début d'après-midi, Thierry, le compagnon, essaie de joindre Martine. Elle ne s'est pas présentée à son travail. L'alerte est donnée à 16h30. Les gendarmes de la brigade de recherche de la compagnie Saint-Michel sont les premiers sur place dans la résidence de Ramonville. Il est détecté des traces de sang presque du 3e étage jusqu'à la cave de l'immeuble. Celle-ci est fermée par un cadenas, mais il est défectué. De toute évidence, l'agresseur a entraîné ici sa victime blessée ou morte. Les traces continuent dans le local à vélo jusque sur le parking intérieur où Martine a sans doute été placée dans un véhicule. Mais personne n'a assisté à une telle scène. Les proches de la disparue, une jeune femme décrite comme discrète et craintive, ne lui connaissent pas de problème ni à son travail ni dans sa vie de couple. De nombreux témoins sont auditionnés. La gérante du Santa Fe, le bar voisin de la résidence, dit avoir aperçu ce matin-là un homme d'1m70 environ. Elle l'a remarqué à cause de sa drôle de démarche. Il boitait. Les investigations sont stériles. 3 ans après la disparition, 1989, un non-lieu est ordonné. Le dossier va toutefois être rouvert le 4 mars 1996 après l'émission Témoin numéro 1. Un chauffeur routier a affirmé avoir vu Martine Escadeyas dans une maison close à Barcelone. La Guardia Civile est mobilisée, recherche vaine. La piste du tueur en série Patrice Allègre est également examinée de près par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Le signalement d'Allègre, cheveux longs frisés, 18 ans au moment des faits, ne correspond pas à l'homme trapu et d'âge mûr de la cage d'escalier. Les enquêteurs sont persuadés que le ravisseur et meurtrier de la secrétaire connaissait très bien les lieux
un familier sans doute. L'ancien amant, Pierre C., connu pour agression sexuelle, fait figure de suspect idéal. Il est mis en examen pour homicide en 1999, puis mis hors de cause quelques mois plus tard. Parmi les dizaines de témoins entendus figure un certain Joël Bourgeon, employé de l'administration, un ami du couple et un habitué de la résidence. Il a été questionné brièvement 9 jours après la disparition. Il a donné comme adresse celle de sa mère alors qu'il a son propre logement. Personne n'a vérifié ses déclarations. 18 novembre 2008. Voici donc un deuxième non-lieu. Il va falloir attendre 8 ans après le deuxième non-lieu pour que le dossier soit rouvert une troisième fois. Cette fois, un témoignage capital va permettre de retrouver un homme qui s'était depuis tout ce temps fondu dans le paysage. Le 18 janvier 2016, Patricia T., une amie de la famille Escadéas, décide d'adresser une longue lettre au procureur de la République de Toulouse. Cette femme n'a cessé depuis des années de se poser des questions sur ce crime qui l'a profondément bouleversée et sur l'attitude d'un homme qu'elle connaissait, un dénommé Joël Bourgeon, 23 ans au moment des faits, un âge qui ne correspond pas forcément à celui attribué jusque-là à l'individu qui a agressé et fait disparaître Martine. On pense que celui-ci a plutôt la cinquantaine. Mais le témoignage de Patricia T. est tellement argumenté et troublant que les enquêteurs décident de l'examiner. Le 4 avril, elle est entendue par les enquêteurs. Elle indique que Joël Bourgeon, qui avait déclaré à l'époque habiter chez sa mère, logeait en fait à proximité de la résidence de Martine et de son compagnon Thierry. Il les connaissait très bien et leur rendait fréquemment visite. Le témoin ajoute des détails intrigants. Joël Bourgeon disposait, selon elle, d'un double des clés pour entrer dans l'immeuble, un lieu qui pouvait donc lui être familier et dont il connaissait les habitudes. Joël aurait également été secrètement amoureux de Martine, au point de ne pas cacher vraiment sa jalousie vis-à-vis de son compagnon. Cet homme aurait-il exercé des pressions de plus en plus fortes sur la victime pour qu'elle cède à ses avances? Patricia affirme que Martine Escadéas lui était apparue particulièrement inquiète quelques jours avant de disparaître. L'ancien compagnon de Martine, Thierry, est également interrogé au sujet de Joël Bourgeon. Il ne l'avait pas imaginé comme un suspect, mais il confirme que cet homme connaissait bien l'immeuble, y compris la cave. Il savait que le cadenas fermant la porte était purement factice. Thierry se souvient que l'ami du couple n'avait manifesté aucune empathie après la disparition et la probable mort de Martine. Une attitude qu'il avait tout à la fois trouvée cruelle et choquante. L'ex-compagnon de la disparue précise que Joël Bourgeon avait effectivement à cette époque une démarche claudicante. Il souffrait d'une blessure au genou. Les enquêteurs s'interrogent encore sur le fait que dans les semaines suivant la disparition, Joël Bourgeon avait soudain quitté un emploi qu'il s'était démené à obtenir, agent territorial au lycée Déodat de Séverac à Toulouse, pour déménager à Lyon, rejoindre Anne Patricia, une jeune fille qui n'avait pas tout à fait 16 ans. Le couple va rester 5 ans ensemble. Anne Patricia, retrouvée par les enquêteurs, livre sans difficulté un témoignage très détaillé. Elle raconte qu'au début de leur relation, Joël Bourgeon lui avait demandé d'adopter une coupe au carré et de se faire laisser pousser les ongles pour ressembler le plus possible à Martine Escadéas. Il lui avait confié qu'il trouvait Martine très belle et qu'il enviait le couple qu'elle formait avec son compagnon Thierry. Il s'était vanté de détenir les codes d'accès de l'immeuble et de s'y rendre en leur absence. La vie avec Joël Bourgeon était peu à peu devenue difficile, celui-ci se montrant de plus en plus jaloux, colérique et violent, au point de lever la main sur elle. Anne Patricia décrit son ancien compagnon comme un homme aux cheveux châtain clair mais qui s'habillait comme un vieux, pouvant ainsi paraître plus âgé. Une autre témoin, Isabelle, indique que Joël avait des cheveux clairsemés et présentait un début de calvitie. Isabelle confirme l'attraction amoureuse de Joël Bourgeon pour Martine Escadéas. Des témoignages tardifs mais concordants. 3 nouvelles années destinées à tout savoir de la vie passée de Joël Bourgeon. Plus d'autre choix que de questionner désormais ce témoin de la première importance.
Le 22 janvier 2019, Joël Bourgeon, 56 ans, qui travaille comme formateur pour divers organismes, est interpellé près de Grenoble, la région où il réside avec son épouse et leurs 2 filles. Il ne montre aucune surprise à l'apparition des enquêteurs de la section de recherche. « C'est normal, vous faites votre boulot », dit-il. Il explique être nullement impliqué dans la disparition de Martine. Il admet qu'il était effectivement très proche du couple qu'elle formait avec Thierry, puis finit par confier qu'il était secrètement amoureux de la jeune femme. Après quelques heures de garde à vue, il raconte que le matin de la disparition, il s'est rendu à la résidence de Ramonville. Il voulait révéler à Martine que son compagnon l'a trompé et lui confier ses sentiments. Martine l'aurait éconduit et le ton serait monté suffisamment pour qu'une violente dispute survienne. Bourgeon ne se souvient plus s'il a poussé ou frappé la jeune femme qui a tenté de s'échapper. Il l'a retrouvée sans vie dans le hall de l'immeuble. Le gardé à vue explique qu'il a placé le corps sous une bâche dans la cave. Il s'est lavé les mains dans le local à vélo. Il a ramassé les clés et le sac à main de la jeune femme. Bourgeon ne peut pas dire où il s'est ensuite débarrassé de la dépouille. Il ne s'en souvient plus. Nous, en fait, ça fait 32 ans que nous vivons avec cette douleur. 32 ans passés à nous interroger, à essayer de comprendre qui et surtout pourquoi. 32 ans et puis enfin un espoir. 24 janvier 2019, après 48 heures de garde à vue, Joël Bourgeon est mis en examen pour meurtre, placé en détention provisoire. Quelques jours plus tard, devant le juge d'instruction, le suspect numéro 1 revient sur ses aveux. Il explique avoir été placé sous pression lors de sa garde à vue. On lui aurait suggéré ses déclarations, voire même on lui aurait dicté tous ces mots qu'il a prononcés. Il affirme que les détails confondants qu'il a livrés, il l'a fait à cause des gendarmes. On lui a demandé d'inventer, on lui fait remarquer que s'il a rapidement craqué, seulement 4 heures et 12 minutes après le début de la garde à vue, Joël Bourgeon réaffirme que ses aveux lui ont été extorqués. Quand les enquêteurs lui disent qu'il sera sans doute conduit dans le lycée de Toulouse où il travaillait à l'époque, avec l'espoir que peut-être la mémoire lui revienne sur la journée du 8 décembre 1986, Joël Bourgeon rétorque « Je l'espère aussi ». Le juge, à ce moment-là, prend bonne note du refus du suspect de s'exprimer. L'enquête ne s'arrête pas pour autant. L'ex-compagne de Joël Bourgeon va ainsi être réinterrogée et raconter un étonnant cadeau qu'elle avait reçu après la disparition. Après les aveux et rétractations de Joël Bourgeon, et même s'ils ont le sentiment de tenir le suspect principal du crime, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. La sœur de la disparue, Nicole Escadéas, ainsi que son compagnon de l'époque, Thierry, affirment tous deux que la jeune femme portait un certain nombre de bijoux, une montre, un bracelet de pierre de couleur turquoise et une bague en or, jamais retrouvée. Coup de théâtre, Anne-Patricia, l'ex-compagne de Joël Bourgeon, évoque aussi ces bijoux. Elle raconte que 6 mois après la disparition, courant 87, Joël Bourgeon lui a offert successivement une montre, puis une bague trop grande pour elle. Elle l'a rapidement perdue. Elle avait été étonnée par ses soudains présents, surprise également parce que ses cadeaux n'étaient pas emballés. La description des bijoux correspond à ceux portés par la disparue. Le suspect conteste ces déclarations. Joël Bourgeon va réclamer régulièrement sa remise en liberté. Fin juillet 2021, après 2 ans et demi de détention, son avocat, maître Éric Mouton, dénonce devant la chambre de l'instruction un dossier qui n'avance pas. L'avocat général répond au cours de l'audience que la seule personne qui sait dans cette salle où se trouve le corps de Martine, cela reste monsieur Bourgeon. Amaigri, Joël Bourgeon dit lui avoir toujours tout assumé dans sa vie et assumera encore. « Je n'ai pas ôté la vie de Martine, ce n'est pas moi », clame-t-il. « Je suis victime d'une erreur judiciaire. Demande de mise en liberté refusée ». En dépit des dénégations du suspect et du travail de ses avocats, le juge d'instruction va décider de renvoyer Joël Bourgeon devant une cour d'assises. Un procès qui devrait se tenir 36 ans après la disparition de la secrétaire. Novembre 2021, Joël Bourgeon, emprisonné depuis 3 ans et demi à la prison de Seyss, près de Toulouse, est renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour y être jugé du meurtre de Martine Escadéas. Ses avocats, maître Éric Mouton et Jean-Baptiste de Boyer-Montaigu, indiquent que le procès sera l'occasion de démontrer qu'il n'y a dans le dossier aucune preuve concrète. Les sœurs
et le frère de la famille Escadéas pense au contraire que tout accable Bourgeon. Dès que les questions deviennent trop précises, il ne répond pas, il ne sait pas, il ne sait plus, affirme Jean, le frère de Martine. Une famille qui attend avec impatience ce procès, mais espère surtout que l'on retrouvera un jour le corps de la disparue. Ces 30 dernières années, les enquêteurs ont conduit de nombreuses recherches pour retrouver la dépouille de la jeune secrétaire dans la maison de la commune d'Ampalo, là où Bourgeon avait vécu avec sa mère, derrière les murs du lycée Déodat de Séverac où travaillait le suspect, et même dans la campagne de l'Aude. Sans résultat, le procès de Joël Bourgeon pourrait se tenir courant 2022. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.